Bonjour à tous. Ce dernier webinaire de la NFE porte sur les enjeux de la pratique de l'ergothérapie en solidarité nationale. Merci d'abord à nos intervenants d'avoir accepté de renouveler l'expérience puisque la dernière fois nous avons eu un problème technique. En attendant que notre dernière intervenante, Anne Degroux, puisse se connecter, je vous propose de vous présenter les 4 premiers qui sont parmi nous et qui vont vous faire la présentation de ce webinaire. Je vais le dire dans le désordre, hein. Marie Gilbert et Magali Chevalier, cofondatrices de l'association Capergo, sont toutes les deux ergothérapeutes et thérapeutes communautaires. Je vais continuer avec les femmes, monsieur Cossé. Désolée, je vous présenterai en dernier. Nous avons ensuite le plaisir d'accueillir Marion Medves, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit Marion? Ouais. C'est ça. Ok. Marion Medves, qui est kinésithérapeute et qui fait partie de l'association Rééducateurs Solidaires. Et nous avons donc monsieur Guy Cossé, qui est médecin généraliste et humanitaire et qui fait partie, lui, de l'association AMEL France Humacop. Anne de Groux fait également partie de cette association et devrait, si son ordinateur le veut bien, nous rejoindre d'ici quelques minutes. Je la présente rapidement le temps qu'elle puisse se connecter. Elle est consultante et formatrice en stratégie de communication, de mobilisation et de plaidoyer en France et à l'international. Voilà, je vous propose, mesdames et messieurs, de démarrer si vous le souhaitez. Bonsoir à tous. Donc ce soir, la thématique porte sur les enjeux de la pratique en ergothérapie en solidarité nationale, avec une réflexion assez globale sur la solidarité nationale sous le prisme de la santé. Et les objectifs vont être de comprendre les enjeux de la pratique de l'ergothérapie en solidarité nationale dans un contexte où les politiques encouragent l'accès aux soins et à la réadaptation des personnes éloignées d'un parcours de soins. Et on va essayer de dresser un état des lieux par nos diverses expériences associatives. Voilà, et donc la question, c'est peut-être que l'État encourage et annonce la santé pour tous, mais déjà, est-ce que les soins de rééducation sont concernés? Les soins de réadaptation également? Et dans quelle mesure il y a cet encouragement? Peut-être qu'il y a aussi besoin pour atteindre ces objectifs d'un investissement important du secteur associatif. Donc, on va essayer peut-être pas de répondre à la question, mais en tout cas de se questionner là-dessus. Déjà, qu'est-ce que la solidarité nationale? Il y a plusieurs définitions. Nous avons choisi de l'aborder sous le regard du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est une instance qui date des années 30, puis dans un second temps, après la Seconde Guerre mondiale. Et elle suggère l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale comme nécessaire afin de lutter contre la pauvreté et les inégalités et d'assurer la cohésion nationale. Comment cela se traduit? Déjà, la volonté de garantir le droit au travail, la protection de la santé, l'accès à l'instruction et la sécurité matérielle. Et concrètement, c'est la création en 1945 de la sécurité sociale, puis de l'assurance chômage, du revenu minimum d'insertion, anciennement RMI, de la couverture maladie CMU en 2000, qui s'appelle la C2S aujourd'hui, qui permet d'assurer l'accès aux soins des personnes défavorisées en l'étendant à tous en étendant à tous les prestations de la sécurité sociale.
Donc tout ça, c'est ce qui est mis en place. La solidarité nationale, c'est conjointement l'intervention de l'État et du secteur associatif. Et en fait, le constat que nous faisons ces dernières années, malgré tous les dispositifs de l'État qui sont en place, c'est que les initiatives de la solidarité privée, donc dans le domaine associatif essentiellement, augmentent. Alors on se demande pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de besoins? Est-ce que les mesures mises en place par l'État sont peut-être pas assez efficaces? Et est-ce que il y a trop peu de mesures pour faire face à la réalité de terrain? Voilà, on se questionne. Donc, avant d'aborder les choses de manière un peu plus concrète et plus pédagogique, on voulait partager quelques notions qu'on trouve fondamentales. Donc, déjà, le terme, l'expression sans papier, qui signifie sans droit administratif, hein. Les sans-papiers, enfin, en tout cas, cette expression s'applique aux personnes étrangères résidant en France et n'ayant pas de titre de séjour. Et ça comprend également les citoyens de l'Union européenne qui se trouvent de fait en situation irrégulière. Le droit à la santé est un droit social fondamental. Les étrangers et les étrangères qui sont en situation irrégulière ou précaire sur notre territoire ont des droits fondamentaux. La dignité humaine, la santé, l'éducation, le logement et la vie privée. Et ces droits fondamentaux sont inscrits dans des textes légaux internationaux, hein. Pour juste citer des exemples, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui date de 66, la Convention européenne relative aux droits de l'enfant, et il y en a d'autres. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a recensé en 2021 84 millions de personnes déplacées dans le monde, autant donc des déplacés internes ou des déplacés à l'étranger. Une personne déplacée à l'étranger, c'est quelqu'un qui a été contraint de passer une frontière pour chercher protection, voilà, en dehors de son pays. Donc, des publics prioritaires ont été identifiés car plus vulnérables que les autres en matière de santé. Donc les femmes, les personnes migrantes âgées de plus de 60 ans, les demandeurs d'asile et les réfugiés, les mineurs isolés qui sont particulièrement vulnérables également, les SDF, les étrangers malades et l'ensemble des étrangers en séjour précaire, des personnes ayant des troubles psychiatriques et étant sorties du système. Voilà. Quelques exemples d'obstacles à l'accès aux soins, puisque c'est le cœur de notre sujet ce soir. Un des premiers, c'est le dédale administratif voilà, que peuvent représenter en fait l'accès au statut, l'accès au droit de séjour, au droit de travail, au droit aux soins. Et ce dédale fait que il peut occasionner en fait des renoncements aux soins, malheureusement. Les difficultés financières, la méconnaissance des droits. De nombreuses personnes ne savent pas qu'elles peuvent avoir certains accès à la santé, donc plus particulièrement pour des soins vitaux. Le manque de ressources, le manque d'aide sociale, l'exclusion numérique qui est de plus en plus importante, l'isolement social et familial. Pour les personnes migrantes, les traumatismes liés à l'exil ou liés aux violences qu'ils ont subies, que ce soit dans leur pays d'origine, pendant le parcours migratoire ou dans le pays d'arrivée, peuvent également occasionner des réticences et des difficultés pour l'accès aux soins. La barrière linguistique, des discriminations liées aux origines, le risque de signalement de migrants à la police et les craintes des personnes de s'exposer à une expulsion en s'approchant des services médicaux, alors que, en général, ce risque est inexistant. Au niveau du suivi médical, la plupart du temps, ces personnes arrivent sans dossier médical, donc on n'a pas de notion sur leurs antécédents, et les soins qui sont réalisés à l'hôpital ou dans différentes structures sont parfois officieux et donc par conséquent ne laissent pas de traces, ce qui occasionne des difficultés de suivi également.
Merci Marie pour ces précisions. C'est important qu'on ait un vocabulaire commun et voilà, que nous sachions un petit peu de quoi nous parlons ce soir. Je voulais ajouter qu'en septembre 2023, il y a eu le pacte des solidarités pour lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits. C'est la création d'un plan 100% d'accès aux droits. Donc normalement, ça devrait être effectif. Ça permet la lutte contre la grande exclusion, notamment pour les femmes en situation précaire. On parle de l'accompagnement et de l'hébergement, l'amélioration à l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables, le soutien à la domiciliation et un plan de prévention des expulsions locatives. Quand nous intéressons aux personnes plus vulnérables ou des personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins, c'est la plupart du temps une approche biopsycho-médicale, biopsychosociale, pardon, et tous ces secteurs, toutes ces dimensions de la personne sont essentielles pour avoir une bonne perception de cette personne, bonne dans le sens la plus holistique possible, et pouvoir l'accompagner au mieux, puisque ses besoins sont perçus dans la globalité. Voilà. Je voulais également rajouter, enfin nous voulions également rajouter un écrit qui a été fait par le Comité consultatif national éthique pour les sciences de la vie et de la santé, publié en 2017 et revu en 2023. C'est l'avis 127 concernant la santé des migrants et exigences éthiques. Nous avons sélectionné quelques points qui nous paraissaient importants à dire ce soir. Donc, donner la priorité au respect de la dignité des personnes. Il n'existe aucune difficulté insurmontable dans une prise en charge honorable et digne des migrants. Et le CCNE rappelle également l'exigence éthique de la solidarité qui s'exprime dans la fraternité, notamment avec les personnes accueillies sur le sol français et dans le devoir d'hospitalité à leur égard. Donc ce soir, en fait, nous souhaitions pouvoir aborder cette thématique avec un peu plus de concret et sous un angle un peu plus pédagogique. Et donc nous avons choisi de partir sur deux cas cliniques pour pouvoir faire émerger des besoins de terrain, des ressources disponibles et ce qu'il reste à faire. Donc le premier cas est le cas de Monsieur H qui a 65 ans. Il est d'origine tunisienne. Il est en France depuis une vingtaine d'années. En Tunisie, il était professeur d'histoire et il a décidé de migrer en France pour subvenir aux besoins de sa famille qui était restée là-bas. Donc en France, il a travaillé dans différents domaines et majoritairement dans le secteur du bâtiment. Donc ce monsieur est en situation administrative régulière en France. À la suite de plusieurs problèmes de santé, il s'est retrouvé dans l'incapacité de travailler et il a dû quitter la chambre du foyer de travailleurs migrants qu'il occupait. Actuellement, il partage une chambre avec d'autres hommes dans un centre d'hébergement stabilisé qui est destiné aux personnes sans domicile fixe. Il fréquente de manière régulière plusieurs accueils de jour d'une association de solidarité nationale. Son entourage amical et social se concentre majoritairement sur les contacts qu'il a dans ces accueils de jour et avec les bénévoles qui y travaillent. Il reste en France pour pouvoir bénéficier de sa maigre retraite et de l'accès aux soins de santé, parce que s'il repartait en Tunisie, il devrait renoncer à sa retraite et il n'aurait pas les moyens de financer ses soins. Au niveau médical, Monsieur H est suivi à l'hôpital pour son diabète et des problèmes cardiaques. Il se déplace difficilement, il marche avec une canne, il a des difficultés pour monter les escaliers. Il porte des chaussons avec une fermeture en velcro parce qu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas enfiler dans des chaussures du commerce. Concrètement, il aurait besoin d'adaptation ou d'aménagement pour le sécuriser et pour favoriser son autonomie dans les soins personnels, pour la toilette, l'habillage,
aller au WC, etc. Dans le centre d'hébergement, tous les repas tous les espaces de vie sont communs. Vivre en communauté semble lui plaire et il en a l'habitude. Il n'a aucune famille en France et donc il reste dans ce centre-là. Monsieur H doit suivre un régime particulier pour son diabète. Il prend ses repas au centre avec 200 autres personnes. Donc autant vous dire que, il n'y a pas de régime particulier pour les diabétiques ou pour les personnes ayant des difficultés de santé. Il fréquente également donc différents accueils de jour dans lesquels des moments conviviaux sont proposés autour d'un café et de viennoiseries et de petits gâteaux. Monsieur H prend plaisir à ces moments de convivialité, il est gourmand et difficile de renoncer à ces petits plaisirs. Il se déplace difficilement. Pour se rendre à ses consultations médicales, il doit prendre les transports en commun ou s'y rendre à pied. Donc toutes ces difficultés nécessiteraient un aménagement de son lieu de vie, du matériel pour faciliter la marche, mais sa situation est précaire et la saturation des différents dispositifs, autant d'hébergement que médicaux, ne permettent pas d'assurer correctement son accompagnement, bien qu'il ait un lien avec une assistante sociale. Il envoie toujours une partie de ses ressources, donc de sa retraite, à sa famille qui est restée en Tunisie, et il retourne les voir à peu près une fois tous les 2 ans. Monsieur H n'exprime pas de plainte et il peut évoquer aussi qu'il n'a jamais eu l'habitude de se plaindre. Il constate juste que c'est la maladie. Ces difficultés sont dues à la maladie et puis c'est tout. Donc l'enjeu pour l'équipe d'accompagnement, c'est de faire un lien entre l'accompagnement social et le suivi médical. Donc pour faire un peu un état des lieux de la situation de ce monsieur, en fait, cette situation fait émerger des difficultés qui sont semblables pour de nombreuses autres personnes chez nous. Les difficultés d'accès aux soins de santé entraînent une dégradation de l'état de santé global de la personne. Et donc, pour pouvoir y remédier, il faudrait pouvoir prendre un rendez-vous médical, être en capacité de s'y rendre, donc autant physiquement. Et donc, on peut constater qu'il y a des difficultés d'accès aux soins en dehors des soins d'urgence vitale qui sont pris en charge par l'hôpital. L'isolement des travailleurs migrants vieillissants en situation de précarité. Donc, il y a des difficultés d'accès aux soins de santé. On constate aussi des difficultés d'accès aux médicaments, un risque de perte d'autonomie plus rapide, et donc des difficultés éventuelles aussi dans les aménagements de l'environnement et dans les soins palliatifs. Donc la coordination des différents intervenants et des différents soignants est compliquée puisque ce ne sont pas des temps qui sont dédiés. En général, les coordinations, quand elles peuvent se faire, sont faites sur du temps de bénévolat et du temps informel. Autre difficulté, comment pouvoir aider des personnes qui ont des besoins en aménagement lorsqu'il y a la contrainte d'un domicile temporaire ou d'un domicile collectif. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait être possible de faire? Qui serait à même de financer? Sachant que actuellement les budgets de tout le monde sont très serrés. Donc tout ça nous amène également à parler du personnel qui bah, a besoin d'être formé, hein, pour pouvoir accompagner ces personnes et qui a besoin de temps et de coordination pour pouvoir avoir une vision holistique et une prise en charge globale de la personne. Je vais laisser la parole à nos collègues des autres associations pour intervenir sur cette petite vignette clinique et voir si vous avez un éclairage à apporter, des notions qui seraient associées à ce qui a déjà été dit. Non, simplement sur ce cas un petit peu précis, hein, parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais je vous les dirai après le deuxième, le deuxième exemple que nous allons prendre, c'est quand même la nécessité du travail en équipe. Je veux dire que seul, on ne peut jamais rien faire et que il faut savoir provoquer
des réunions et un travail en équipe pour savoir qui fait quoi et pour se responsabiliser les uns les autres. Et c'est vrai que quand on est seul, on est devant un mur, alors que quand on se réunit à plusieurs, avec chacun avec nos compétences médico-sociales, je pense qu'on peut arriver à se responsabiliser mieux les uns les autres. Voilà. Donc, moi, chaque fois que j'ai pu inciter des réunions d'équipe, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, que c'est que par là qu'on arrivait à avancer. Merci Guy, c'est une ressource précieuse. Merci. Alors, n'hésitez pas à intervenir, Marie-Anne, si vous le souhaitez. Ce que nous avons identifié lors de nos rencontres pour préparer ce webinaire, ce que nous avons identifié comme ressources, c'est tout d'abord pour les ergothérapeutes cette capacité d'avoir cette compétence presque, d'avoir une approche holistique de la personne Hum. qui vient finalement aider dans l'intervention. Hum. Donc c'est un point fort Hum. qu'on peut mettre en avant et que nous avons identifié comme ressource. Hum. Au niveau de la coordination du soin, nous avons identifié comme personnes qui pouvaient être éventuellement personnes ressources les assistantes sociales des PASS, permanence d'accès aux soins de santé. On en parlera après. Euh, les temps informels que peuvent avoir les professionnels de santé et les bénévoles des associations de solidarité nationale, ces échanges sont précieux. Et puis, il y a un autre exemple dont on souhaitait vous parler ce soir parce qu'il nous semble être une ressource et surtout un dispositif qui a déjà été mis en place et qui mérite d'être reproduit. C'est à l'hôpital Georges Pompidou en région parisienne. Les rééducateurs, donc là c'est une kiné qui m'a fait ce témoignage, m'expliquait qu'il y avait une convention qui officialisait le travail des kinés en dehors de leurs horaires de travail dédiés à l'hôpital. Alors, les horaires, le nombre d'heures est limité, mais les salariés ont la possibilité de venir un peu plus tôt le matin et de rester un peu plus tard le soir, pardon, pour euh, procurer des soins de rééducation aux personnes qui n'ont pas d'ouverture de droit et qui auraient besoin de soins en ville, mais du coup, ils viennent à l'hôpital. Et Et c'est quelque chose qui est rémunéré par l'hôpital. C'est un travail rémunéré par l'hôpital. Donc, les salariés recensent leurs heures supplémentaires qu'ils ont fait dans ce cadre-là. Donc, ça nous paraît être un- une manière de travailler tout à fait dans un environnement sécuritaire pour les personnes qui bénéficient des soins, mais également pour les professionnels de santé. Et voilà, qui mérite à notre sens d'être connu et éventuellement reproduit. Juste, je voulais ajouter que effectivement, pour rémunérer ses salariés, une enveloppe a été définie par l'hôpital et qui ne passe pas par une demande supplémentaire de financement. Ils ont octroyé une enveloppe pour ces soins-là. C'est un choix de la direction. Alors, nous allons, si c'est bon pour vous, nous allons évoquer notre deuxième vignette clinique. Il s'agit d'un jeune homme, Maka, qui est né en 2008 en Guinée. Il a suivi un parcours migratoire de la Guinée jusqu'en France, où il est arrivé en septembre 2023, après être passé par le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie. Il est arrivé à Briançon, mais le centre dans lequel il était accueilli a fermé. Donc, il est parti directement à Grenoble. Pendant son parcours migratoire, et plus précisément à la frontière tunisienne, il a été frappé au genou euh, et il y a eu un traumatisme, mais par la suite, il a dû marcher énormément. Euh,
donc sans soins. En arrivant à Grenoble, il a pu bénéficier d'une consultation médicale à la PAS et des examens d'imagerie ont été faits et ont révélé une rupture des ligaments croisés. En raison de son statut, donc mineur isolé non reconnu officiellement, donc majeur, euh, donc il n'a pas de responsable adulte pour l'accompagner. Une opération qui avait été prévue en août 2004 a dû être déprogrammée et finalement aujourd'hui, il n'a bénéficié ni d'opération, ni de suivi en kinésithérapie, ni en ergothérapie. Voilà la situation. Donc, l'état des lieux que nous pouvons faire par rapport à cette situation, mais encore une fois, si on ouvre, on sait que ça concerne également d'autres personnes. Donc, c'est la réalité des violences subies lors du parcours migratoire, qui n'est pas systématique, hein, il ne faut pas généraliser, mais il faut avoir conscience que ça arrive. Et quand nous accompagnons les patients qui ont eu des parcours migratoires ou des trajectoires migratoires parfois longues, complexes et parfois avec violence, il faut en avoir conscience. C'est important. Une non-reconnaissance du statut de mineur. Et du coup, ce jeune se retrouve dans une zone un petit peu de errance et on ne sait pas trop qui peut faire quoi, comment. Euh, et donc, l'inertie des autorités dans cette situation-là, finalement, tout le monde se renvoie un peu la balle et personne ne fait rien. C'est problématique pour ce jeune qui, sans soin, là particulièrement sur le genou, va garder des séquelles et dommages. Euh, voilà. Et puis, il y a parfois aussi des situations où nous n'avons pas toutes les informations et il y a parfois des informations qui nous échappent, comme là, l'opération a été déprogrammée, mais on ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas du coup sur quoi on pourrait agir. Voilà, je vous laisse intervenir par rapport à ça, cette situation, par rapport à cet état des lieux. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la première des choses, c'est d'abord se dire que par le témoignage de l'humanitaire, on peut des fois faire bouger les politiques. Maintenant, on entend parler de passe comme si c'était quelque chose de naturel, alors que moi, j'étais ici à Grenoble et comme d'autres à Paris, on s'est battu autour des années 90 pour que, en effet, il y ait une reconnaissance à l'hôpital des personnes les plus précaires pour qu'elle soit prise en charge au sein d'une unité qu'on a appelée la PAS. Et que ces PAS, normalement, doivent exister partout en France. Hélas, elles sont présentes que dans même pas un tiers des hôpitaux ici en France, et qui permet en effet à ces personnes en situation migratoire ou autre, hein, de grande précarité, d'avoir au moins un accueil médical. Donc ça, c'est la première des choses, et se dire que c'est grâce à Médecins du Monde qu'on a pu avoir cette décision gouvernementale et inscrite maintenant dans les droits aux soins des gens qui sont ici en France. Alors ça je pense qu'il faut le dire parce que c'est important que s'il n'y a pas une mobilisation de la part enfin, des humanitaires ou de la société civile, rien ne bouge. C'est-à-dire que c'est Mais, grâce à cette intervention que nous avons eue tous ensemble ici en France. Tout ça, toutes nos informations ont été globalisées au niveau de MDM à Paris. Et ça a permis de porter ça au niveau du gouvernement. À ce moment-là, il y avait Kouchner hein, qui était un peu dans les tuyaux. Et ça a permis de faire avancer la loi sur la protection des personnes qui sont ici en France. Donc ça, c'est la première des choses. Se dire que soigner, on peut, mais témoigner, c'est important. Ensuite, dans le cadre du témoignage, une chose qui est importante aussi, c'est que chaque année en France, il y a un observatoire de la précarité qui est donc toutes les situations les plus précaires sont collationnées par MDM Paris et euh, un, ils en font un rapport annuel que vous pouvez demander donc par le biais de Médecins du Monde et qui vous dit exactement où on en est chaque année de l'évolution de la précarité ici en France. Donc sur le cadre de la connaissance un petit peu de toutes ces populations
évidemment toujours assez silencieuse, eh bien, ça permet de pouvoir avancer. Donc déjà, là, voilà, partout où on peut s'appuyer sur des passes, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est important pas simplement que ce soit un petit service de consultation dans un petit coin d'un hôpital, mais qu'on se réunisse autour de ces gens qui font vivre les passes et être avec eux pour montrer que c'est dans un travail en effet commun de partage qu'on peut faire avancer les choses. Donc voilà, donc moi je pense que cette notion de passe, il faut la faire vivre le plus largement possible et donc avec toutes nos compétences diverses et variées. En sachant que finalement, la santé, mais vous le savez bien, moi, je suis un vieux médecin d'abord généraliste de 55 ans de métier et un médecin humanitaire depuis la nuit des temps, eh bien c'est en effet par cette relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, avec nos compétences diverses, qu'on peut faire avancer les choses pour chacun des personnes que l'on rencontre et qui souvent sont sans possibilité et sans la possibilité d'être entendus. Donc, vous, ergothérapeute, vous pouvez, moi je pense, avoir ce rôle un petit peu de, de lien à travers les passes pour pouvoir accompagner des parcours qui sont en effet toujours des parcours dits difficiles, parce que l'humanitaire n'est jamais quelque chose de simple, c'est toujours quelque chose qui est excessivement difficile et compliqué. Et donc, quand on s'y met à plusieurs, c'est peut-être plus facile de partager les choses. Ensuite, je voudrais simplement, dans tous ces parcours des migrants, vous donner quelques repères. Moi qui suis un vieux médecin qui ai vu donc tout ça pendant plus de 30 ans, moi j'ai vu les différentes pathologies que l'on peut rencontrer pour tous ces migrants. D'abord, vous avez les pathologies du départ, avec le fait que toutes ces personnes qui ont quitté leur lieu de vie habituel et tout ce qui était leur racine, donc tout ça va complètement disparaître et ça sera un véritable deuil qu'il faudra assumer. Pathologie du départ, pathologie du déplacement. Alors je ne vais pas m'étendre parce que vous les connaissez toutes. Ensuite, il y a les pathologies du délit parce que vous êtes un sans-papier et que partout où vous passez, eh bien, vous êtes considéré comme un délinquant. Voilà, donc ça, ce sont les pathologies du délit avec tout ce que ça veut dire. Les pathologies du déni, parce qu'on ne vous reconnaît pas nulle part. Hein, vous êtes celui qui fait de l'ombre, celui qu'on ne veut pas voir, celui à qui on ne donnera aucun droit. Pathologie donc du déplacement, du délit, du déni, et pourtant pathologie du désir, c'est-à-dire que chacune de ces personnes souhaite pouvoir intégrer une nouvelle société, lui apporter ses compétences, lui apporter ses valeurs, lui apporter, voilà. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui est très frustrant de savoir que l'on sera jamais reconnu pour tout ce que l'on est. C'est-à-dire que on nous montre toujours le migrant comme quelque chose qui n'a pas de valeur, alors que chaque migrant est porteur de valeurs et il a envie de les faire partager avec nous. Donc ça, ce sont les pathologies du désir pour lesquelles on ne donne pas de réponse. Et puis en face de tout ça, eh bien, en face de toutes ces multiples difficultés vécues au quotidien au fil des mois et des années, vous pouvez avoir les pathologies de la dépression parce que personne ne vous reconnaît pour ce que vous êtes. Donc, voilà, reprendre tout ça, pouvoir avoir cette capacité, vous, les ergothérapeutes, que vous pouvez avoir dans la qualité de la rencontre que vous aurez avec toutes ces personnes. Voilà, donc vous avez votre compétence professionnelle, mais en plus ça, moi en tant que médecin, parce que les médecins se cachent souvent derrière les ordonnances. Au lieu d'écouter les gens, hein, on fait des ordonnances, on fait des papiers, voilà. Alors que ce qui compte, la première des choses, et vous le savez bien, c'est quand même l'écoute de l'autre. Et je trouve que vous, les ergothérapeutes, vous avez un rôle tout particulier dans cette qualité d'écoute, et Dieu sait que les gens ont besoin d'avoir accès à ce premier soin, à ce premier médicament qui est l'écoute. Et moi, je pense que là, vous avez un rôle absolument essentiel à faire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Euh,
Qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui. Je rebondis juste sur ce que dit Guy. Effectivement, en tant qu'ergothérapeute, on a nos soins de rééducation, mais un de nos axes de travail prioritaires est d'aider la personne à retrouver un rôle dans sa vie, un rôle dans la société, un rôle dans son environnement, dans sa communauté. Et là, effectivement, on a, je pense, un rôle à jouer très important. Mhm. Oui, voilà. Donc, moi, enfin, en tant que médecin, c'est ce que je vois. Ensuite, l'importance que vous pouvez avoir aussi à coordonner un travail d'équipe. Hein, parce que chacun est dans son petit domaine, mais vous, je pense que voilà, c'est là que vous avez un plus par rapport à nous tous. Le médecin, lui, il est avec ses petites vues rétrécies simplement sur l'ordonnance, ses vues et sur les traitements à faire. Alors que vous, je pense que vous avez une possibilité d'accès de la globalité de la personne qui, que nous, normalement, les médecins, on devrait avoir, mais que par manque de temps et tout ce qu'on peut dire à côté, voilà, donc on laisse de côté. Allons simplement à l'essentiel d'un geste purement thérapeutique. Or, les gens n'ont pas besoin, enfin, ils ont besoin d'un geste thérapeutique, mais ils ont besoin d'un geste d'humanité. Et ça, cette humanité, ça passe par le temps, ça passe par l'écoute, ça passe par tous les petits soins, enfin, d'accompagnement voilà, et ça, je trouve que c'est dans votre rôle absolument essentiel. Merci beaucoup. Alors, comme ça a été dit au début, Marie et moi, on est thérapeutes communautaires, c'est-à-dire formés à la thérapie communautaire intégrative, dont le but, quand nous nous réunissons pour les groupes de parole, est de collecter des ressources. Et je vois, la Guy nous a apporté beaucoup de ressources dans notre panier, donc un grand merci. Mhm. Anne, Marion, est-ce que vous souhaitez intervenir avant votre temps de parole qui vous est dédié juste après, mais concernant la vignette clinique qui a été apportée? Oui, moi je veux bien intervenir. Je vais rebondir un peu sur la première intervention de Guy qui justement valorisait le fait voilà, que chacun peut apporter un peu sa pierre à l'édifice commun. Et notamment, je pense que effectivement, les choses peuvent avancer beaucoup par le réseautage. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se font, qui font avancer même dans le cadre professionnel par du réseautage qui se fait aussi bien sur nos connaissances personnelles, voilà, sur les autres rôles qu'on joue dans nos vies, qui ne sont pas que nos métiers. Et c'est vrai que bah, ça passe aussi par le monde associatif. Et finalement, le tissu, voilà, il se développe grâce à tous les liens qu'on crée en tant que personne et voilà, sous les différentes facettes que chacun a en tant que personne. Et je trouve que c'est ce qui apporte les plus belles avancées, c'est ça. Moi, j'ai appris aussi des choses, enfin, d'avoir des patients même qui m'apportaient des pierres à l'édifice associatif, en fait, par leurs expériences, même des fois par des discussions avec des voisins, avec peu importe. Et finalement, ça faisait avancer. Et puis, c'était quelqu'un qui connaissait quelqu'un d'une autre association qui avait lui aussi, voilà, mis en place de la solidarité par rapport à sa branche. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce qui a c'est les bons côtés de l'humanité quand tout le monde interagit les uns avec les autres. Merci Marion, merci. Et puis Ben, je pense à l'ergothérapie, ce que toutes les femmes peuvent nous apporter ou nous donner parce qu'elles savent tricoter, elles savent faire du crochet, elles savent faire des choses avec leurs mains et elles peuvent nous l'apprendre aussi. Je veux dire qu'on peut, voilà, on a tous à apprendre les uns des autres et je pense que là aussi, il y a une transmission qui peut être très très valorisante pour tous. Merci. Je vous propose que nous, voilà, que on nous laisse la parole avancions à Marion et on relaisse la parole à Marie. pour nous expliquer un petit peu, développer un petit peu ce que c'est que les passes. Mm, Euh, mm. Alors, je pense que là-dessus, Guy est bien plus calé que moi, parce que je pense qu'il l'a vécu voilà, avec beaucoup plus d'antériorité. Effectivement, moi, j'ai pu découvrir donc, cette permanence d'accès aux soins de santé donc, qui est souvent localisée donc, au sein même de l'hôpital, mais qui est une structure
qui est une structure à part entière, mais qui du coup a un accès au plateau technique. Donc ils ont des enveloppes budgétaires différentes de l'hôpital, mais ils ont accès à tous les services de l'hôpital. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc voilà, c'est vraiment dédié pour les personnes en situation de précarité sociale, pour permettre de faciliter l'accès en fait aux soins, tout simplement. Donc au départ sur voilà plutôt le côté médical, le côté hospitalier. Mais petit à petit, je pense que voilà, tout s'est étoffé et les passes, en fait, maintenant, voilà, réseautent énormément avec le tissu associatif pour pouvoir permettre à ces personnes d'avoir accès au plus de choses dont ils ont besoin. Et puis vous, Euh, oui. allez-y, je vous en prie. Non, et puis vous avez aussi toutes les permanences faites par les permanences médicales, hein, faites par Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, etc., sur lesquelles on peut orienter les gens et sur lesquelles nous aussi on peut apporter une compétence. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, l'intérêt, c'est de vraiment, voilà, le côté avec, c'est de travailler avec un réseau qui est le plus vaste possible au niveau médical, mais aussi social. C'est vrai que voilà, le côté social prend vraiment un rôle très très important au niveau des passes. Donc depuis 2022, donc ils sont financés en fait au niveau du fonds d'intervention régional. Et en fait, ils ont des enveloppes voilà, qui vont pouvoir avoir pour bah, tous les gens qui se présentent avec cet accueil inconditionnel. Je trouve que c'est ça aussi qui est chouette, c'est que voilà, c'est vraiment un accueil pour tous au sens le plus large qui puisse être. Et puis, ils ont aussi de plus en plus des équipes mobiles qui peuvent intervenir sur le terrain. Et ça, c'est vraiment précieux puisque certaines personnes n'ont pas la possibilité physique de se déplacer jusqu'à la passe. Certains n'ont pas la disponibilité psychique. Voilà, où il y a diverses contraintes et les équipes mobiles spécialisées parce qu'il faut quand même une formation et en tout cas un accompagnement spécialisé pour ces personnes. Donc souvent, des éducateurs et des infirmiers se déplacent, euh, les psychologues aussi, se déplacent sur les lieux de vie ou dans la rue pour faire les suivis. Donc ça, c'est aussi vraiment, vraiment précieux et donc ils sont en lien avec les PASS. Du coup, il y a un lien aussi entre PASS et soins de rééducation que Rééducateur solidaire, anciennement Kiné du Monde, a développé. Marion, je te laisse nous en parler. Oui, donc en fait le projet pilote est né à Grenoble, donc en fait simplement notamment parce que Kiné du Monde a son siège à Grenoble et donc voilà suite à des liens avec voilà une mission qui avait été faite dans ce qu'on appelait la jungle de Calais. On avait découvert effectivement les passes et on s'était rendu compte que bah, voilà, il n'y avait pas de rééducateur ou de lien avec les rééducateurs. Donc on allait rencontrer la passe de Grenoble et on a simplement fondé un partenariat pour effectivement que les patients accueillis à la passe puissent avoir accès aux soins de rééducation voilà, pour étoffer l'offre dans un cadre bénévole, voilà, avec la liberté de chaque professionnel de s'investir à la hauteur de ce qu'il comptait et ce qu'il pouvait faire. Donc ça a été un projet pilote qui a été essayé d'être décuplé dans différentes passes au gré en fait de la volonté et de la motivation de certains bénévoles. Et ce qui est encore le cas, il y a encore d'autres projets qui naissent petit à petit. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, les passes aussi se font, parce peuvent se retrouver en congrès, et ils se donnent aussi le mot de qu'est-ce qui peut se faire avec telle ou telle association. Et ça aussi, une fois de plus, le tissu se crée et s'agrandit de plus en plus. Et pour ce réseau justement de rééducateurs solidaires avec les PASS, ce réseau s'étoffe et autour vraiment d'un projet qui devient de plus en plus carré,
puisque ça a été plusieurs projets pilotes, des essais, etc., pour voir un peu comment ça fonctionne. Et, euh, et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer ce réseau avec une vraie étude des besoins pour pouvoir ensuite faire des écrits, produire des écrits pour pouvoir ensuite agir au niveau du plaidoyer. Et donc là, de nombreux projets passent, euh, de liens entre les passes et Rééducateurs solidaires se font. Donc un lien a été fait avec la passe de Montauban en novembre. Demain, ce sera avec la case de santé de Toulouse qui a la même fonction que la passe. Et donc, des bénévoles se rendent, rencontrent les équipes des passes, font un point avec eux sur leurs besoins qualitatif, quantitatif, rééducation, etc., etc. Les partenaires qu'ils ont déjà actuellement, les partenaires potentiels qu'ils ont identifiés, les partenaires potentiels que nous, en tant que rééducateurs solidaires, avec l'expérience qu'on a de la solidarité nationale et internationale, ben, on peut suggérer. Et ensuite, ensemble, on part sur un plan d'action et, euh, et on fait un projet et un partenariat. Donc là, l'idée de ces projets-là sont voilà, et que les personnes puissent avoir des soins de rééducation sans attendre l'ouverture de leurs droits, puisque certaines pathologies et parfois en post-op nécessitent de la rééducation en urgence pour éviter une dégradation de l'état de santé de la personne. Et même si ce projet à la base est parti avec uniquement des bénévoles, l'idée là est que les personnes puissent être ensuite rémunérées une fois que que le bénéficiaire obtient ses droits. Le rééducateur sera rémunéré grâce au numéro du patient qu'il va avoir donc avec l'AME. Actuellement, ce système est effectif dans plusieurs villes pour les kinésithérapeutes, pas encore pour les ergothérapeutes puisque c'est une profession non conventionnée. Donc l'idée, c'est de travailler avec les PASS pour justifier d'une demande d'enveloppe auprès de l'ARS et d'autres financeurs. D'où l'intérêt d'avoir un projet carré aussi et des écrits et des chiffres, bien sûr. Et il y avait aussi une volonté d'orthophonistes du monde aussi de rejoindre le projet. Donc voilà, des partenaires à recontacter. Il y a également des associations qui se sont montées dans de nombreuses villes aussi, d'économie sociale et solidaire pour du matériel. Donc ce sont également des partenaires potentiels. Donc tout ce réseau, comme on disait tout à l'heure, tous ces liens sont indispensables pour avoir une cohérence et bien sûr faire du lien avec les bénévoles et les salariés des associations de solidarité nationale comme euh, le Secours catholique, Secours populaire, etc., qui suivent aussi ces bénéficiaires et qui les voient dans un autre cadre et qui peuvent nous apporter aussi des billes pour prendre correctement en soin ces personnes-là. Merci. Je vous propose qu'on continue avec une autre mission que peut avoir l'ergothérapeute et beaucoup d'autres professionnels, mais concernant les ergothérapeutes, c'est l'action de plaidoyer. Et nous avons la chance d'avoir Anne ici avec nous qui a la possibilité de nous en dire plus. Oui, alors ça rebondit sur un certain nombre de choses qui ont été dites auparavant. Ces cas, ces situations qui sont rencontrées sur le terrain, il peut être intéressant justement de les rendre visibles plus largement qu'aux seuls professionnels. Et donc, déjà informer, sensibiliser, c'est-à-dire communiquer aussi sur ça. Soit voilà, dans les structures existantes, soit comme ça a été dit aussi en faisant du lien avec d'autres structures, en collectif aussi, ou avec d'autres associations qui, elles, déjà
aussi informe et sensibilise sur des sujets qui peuvent être connexes. Euh, et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que même comme ça a été dit, par exemple, pour des demandes de financement ou même une action peut-être plus politique, d'interpellation politique, voilà, si les personnes ne sont pas au fait, ben, les décideurs ou même voilà, un certain nombre de soutiens potentiels ne sont pas au fait de la situation, des différentes situations, voilà, ça va être difficile évidemment de les mobiliser. Et dans cette partie-là, on va dire d'information, de sensibilisation, les témoignages, par exemple, comme les 2 cas cliniques qui ont été présentés, voilà, sont de la matière qui est importante. Évidemment, des matières, des données chiffrées, etc., c'est utile également, évidemment, pour illustrer le propos, mais rendre visible des personnes qui sont très largement invisibilisées, euh, aussi, ça peut être justement aussi une manière aussi pour voilà, les différentes associations, collectifs, etc., aussi, de pouvoir porter leur voix, de pouvoir témoigner, les aider aussi à témoigner, en tout cas, voilà, être voilà, un passe, voilà, un porte-voix finalement pour ces personnes qui sont invisibles. Ça rend aussi très humain, c'est-à-dire des choses qui peuvent être voilà, dans des terminologies certaines fois PASS, etc., qui sont un peu administratives, qui peuvent être vues comme un peu froides, de pouvoir aussi ben, raconter l'histoire de ces personnes, soit qu'elles puissent le faire directement, soit par des collectifs, associations. C'est aussi voilà, redonner une place à l'humain, c'est ce qu'on a dit depuis le départ, et donc de mieux saisir leurs enjeux et de pouvoir mieux se projeter aussi dans le concret de la vie de ces personnes. Ça permet aussi possiblement aussi de lutter contre certaines idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la pauvreté. Ben, par exemple, la TD Carmonde parle de pauvrophobie, par exemple, avec plein d'idées reçues, comme quoi ce sont des personnes voilà, qui gratteraient le système, etc., etc., etc. Et donc aussi, voilà, pouvoir informer, sensibiliser, témoigner voilà, des réalités des personnes concernées. Voilà, c'est aussi permettre de remettre aussi voilà, ces personnes-là dans une forme aussi de dignité, de réalité de ce qu'ils vivent. Donc déjà aussi cette partie-là juste de communication, elle peut être aussi importante. Et puis l'étape d'après, ben, ou l'étape d'après, ou peut-être en même temps, c'est d'aller plus loin que voilà, en interpellant des décideurs. Alors, on a un terme un peu technique qu'on utilise dans les associations qui s'appelle plaidoyer, puisque on a du mal à utiliser le terme de lobbying, voilà, qui est vu comme assez négatif et qui est vraiment vu comme voilà, une technique d'influence des entreprises à des fins voilà, lucratives. Et donc, c'est pour ça que les associations, le monde militant préfèrent le terme de plaidoyer qui voilà, réfère vraiment à l'intérêt général. Donc voilà, ça c'est une petite définition pour juste être clair sur les mots qu'on va utiliser. Faire du plaidoyer, interpeller voilà, les décideurs, notamment politiques, mais ça peut être aussi à différents niveaux. Ça peut être à des niveaux aussi plus locaux, régional, etc., niveau régional, local, etc., en fonction évidemment des besoins qu'on a. C'est important de pouvoir évidemment non seulement dénoncer, mais aussi grâce aux données qu'on a, grâce voilà, aux réalités de terrain, de pouvoir avoir des demandes qui sont très très concrètes. Les décideurs, voilà, sont politiques notamment, pas mal, sont très sollicités, etc. Ils ne sont pas forcément compétents dans tous les domaines, ils n'ont pas une expertise dans tous les domaines. Donc la force aussi des acteurs de terrain, c'est d'avoir une connaissance de terrain et de pouvoir aussi proposer des solutions qui sont concrètes, qui peuvent être liées voilà, à l'observation, mais qui peuvent être aussi liées à des expérimentations. On a par exemple, parlé tout à l'heure de ce qui s'est mis en place à l'hôpital Pompidou. Et donc, de pouvoir aussi parler d'initiatives, même si elles sont des échelles qui sont encore modestes, c'est aussi des pistes concrètes qui peuvent aussi voilà, ensuite poser des graines pour l'avenir et voilà, sur lesquelles peut-être des enjeux budgétaires ou des mécanismes peuvent être décidés politiquement pour pouvoir aussi aller plus loin. Donc ça veut dire aussi, alors ça c'est pas toujours simple de connaître les décideurs politiques sur lesquels on peut jouer, sur lesquels on pense qu'on peut avoir une marge de manœuvre. En ça aussi, la dynamique collective entre associations, collectifs, etc., elle peut être utile.
puisque chacun arrive avec son réseau, ça a été déjà dit, avec voilà, des proximités, avec aussi des qualités peut-être de négociation. Voilà, tout le monde ne s'en sent pas forcément à l'aise à prendre rendez-vous avec un décideur, une décideuse politique pour aller parler de ces choses-là. Donc le fait d'être entouré et voilà et d'avoir des gens peut-être qui sont plus expérimentés dans ce domaine-là ou qui sont voilà plus à même de le faire, c'est intéressant aussi. Et puis voilà avoir aussi avec les temporalités non seulement voilà des structures qui accompagnent, mais aussi clairement avec l'agenda institutionnel. Politique, notamment aussi et médiatique, qui permet certaines fois d'avoir des, des fenêtres aussi de tir, c'est-à-dire des moments où peut-être ces demandes vont plus être écoutées que d'autres. Donc voilà, des associations font, un certain nombre d'associations font déjà du plaidoyer. Guy a mentionné par exemple Médecins du Monde qui est assez actif sur ces sujets-là, mais il y en a d'autres. Et il ne faut pas forcément se dire on a besoin d'être une grosse ONG comme MDM aussi, pour faire du plaidoyer, notamment au niveau local. C'est tout à fait possible aussi voilà, d'arriver avec des demandes concrètes et puis de nouer un dialogue avec les politiques. Et c'est un dialogue, évidemment, le plaidoyer qui se fait aussi dans le temps. On n'a pas, on peut avoir des choses concrètement, des demandes qui sont acceptées rapidement, mais souvent c'est un travail aussi de moyen terme, voire de long terme, qui nécessite, comme je disais aussi, que ces décideurs soient bien informés déjà en amont. Et puis voilà, et puis de ne pas hésiter à insister, voilà, et à les tenir au courant et à revenir vers eux et voilà et ne pas lâcher sur cet aspect-là. Donc c'est aussi une dynamique, voilà, c'est des dynamiques qui existent hein, bien évidemment, mais qui peuvent être renforcées par les différents acteurs avec toute la matière, le recueil de données et de témoignages et du vécu des réalités de ces personnes sur le terrain. Oui, moi je pense, Merci, merci non, pour mais, toutes ces tout ce que vous informations. avez dit est absolument remarquable. Et je pense que vous pouvez avoir, vous, ergothérapeute, cette capacité de recentrer tout ça et enfin voilà, et de collecter tout ça, le recentrer pour pouvoir en faire en effet des moyens de plaidoyer. Je crois que vous avez vraiment un rôle essentiel. Merci. Merci à tous pour ces échanges. Je vous propose qu'on continue et qu'on termine ce temps, euh, ce temps d'échange, je dirais, entre intervenants et ensuite nous allons ouvrir le temps des questions. Je proposais pour terminer ce webinaire, voilà, l'affiche de ce film, l'histoire de Suleiman, qui était dans les salles en septembre-octobre de cette année-là. Je vous invite vivement à aller le voir parce qu'on plonge dans la vie et plus précisément dans les 24-48 heures de ce jeune qui est en attente de son rendez-vous OFPRA et donc en attente de régularisation de séjour. Cet acteur, c'est Abou Sangaré, qui est l'acteur principal, mais qui n'est pas acteur professionnel. Et ce film est basé en partie sur son parcours de vie à lui. Et c'est d'une justesse qui personnellement m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je voulais vous inviter en ouverture et en conclusion de ce webinaire à aller voir ce très très beau film. Et également en conclusion, bah, déjà, donc Marie et moi, donc de l'association Capergo, nous avions vraiment à cœur de vous proposer un webinaire interassociatif, interprofessionnel, et du coup tous ces échanges nous réjouissent. De voir qu'il y a des situations compliquées, mais il y a également beaucoup de ressources et il y a également beaucoup de choses que nous pouvons faire et qui sont réalisables, nous amène à une fin d'année pleine d'espoir et puis plein de choses à faire en 2025. Et merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce webinaire et pour ces partages. Une dernière phrase simplement qu'on doit à Dostoïevski qui disait: Nous sommes tous responsables les uns des autres, Mm. virgule, et moi plus que les autres.
Voilà, Merci, Guy. à méditer. Je vous propose qu'on passe sur un petit temps de questions, si les auditeurs ont des questions. Voilà, n'hésitez pas. Alors, en attendant, peut-être que les auditeurs formulent leurs questions. Moi, j'avais envie de poser une question, enfin une ou deux, si vous le permettez, si j'ai l'espace pour le faire. Euh, je crois que c'était toi, Marie, tout à l'heure, qui évoquait les difficultés de financement de l'ergothérapie étant une profession non conventionnée, bon bref, et la nécessité de démarcher les ARS avec des données. Et moi, la question que ça m'a généré tout de suite, je me dis, mais en fait, quelles données, quels indicateurs, qu'est-ce qui va matcher pour eux dans ce contexte qui est un peu singulier et qui n'est pas forcément celui auquel les ARS sont les plus réceptives, si je puis me permettre. Alors, on a aussi la chance d'avoir des délégués régionaux des passes, en fait, qui déjà collectent des données des différentes passes régionales et qui échangent entre elles. Donc déjà, le but est aussi de pouvoir les contacter eux pour pouvoir faire un partenariat et travailler justement sur ces indicateurs. Dans le cadre, en tout cas, de l'action de rééducateurs solidaires et des outils qu'on a mis en place récemment dans nos études des besoins, nos études de terrain, donc on fait conjointement, bien sûr, avec l'équipe de la PAS, hein. L'idée est de voir combien de personnes, quels sont les cas en fait. C'est assez carré, hein, quels sont les types de pathologies que rencontrent leurs bénéficiaires et qui nécessiteraient une prise en charge précoce en rééducation, kiné, ergo, etc., etc. Quels sont, en gros, combien par an? Enfin, bon, voilà, donc il y a toutes ces données sur leurs besoins. Et puis, il y a une donnée dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est une fois que les personnes ont leurs droits administratifs, l'idée est qu'ils puissent ensuite basculer sur des thérapeutes de ville. Donc, pour ça, donc, il faut faire du lien, bien sûr. Mais les difficultés auxquelles ont été confrontés de nombreux bénéficiaires, c'est la difficulté, bon, déjà de trouver un thérapeute disponible, mais un thérapeute qui accepte d'accueillir une personne dont la prise en charge est un petit peu plus complexe que peut-être ce qu'ils ont l'habitude d'appréhender au quotidien. Parce que une personne qui a un parcours migratoire avec des traumatismes physiques, psychologiques, avec potentiellement de la torture, nécessite une formation ou en tout cas une initiation. Je vous donne un exemple très concret dont on avait parlé il y a de nombreuses années avec Marion et justement qui m'avait marqué. Comme on le sait, il y a beaucoup de gens qui passent par la Libye et qui sont électrocutés. Si un kinésithérapeute qui ne sait pas propose de l'électrothérapie, on risque d'avoir un peu de rupture au niveau du soin. Donc c'est des choses comme ça qui sont importantes puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de thérapeutes ne savent pas tout ça et ont besoin d'être accompagnés. Et puis, comme le disait la médecin référente un médecin chef de service de la place de Montauban, en fait, si un thérapeute doit prendre en charge une personne SDF qui ne s'est pas lavée depuis longtemps et que la personne arrive, met des gants, un masque, emballe ses affaires, au niveau du lien thérapeutique, ça va être compliqué. Donc tout ça nécessite pour les soignants aussi d'avoir un accompagnement et un étayage. Et donc en complément de tout ce dont on a parlé là, de, de l'initiative des rééducateurs solidaires. L'idée est aussi de pouvoir former ou en tout cas proposer une initiation, des sessions d'information et de sensibilisation aux professionnels de ville pour que le passage en fait se fasse en douceur et sans appréhension des deux côtés. Et donc tout ça doit être référencé, c'est-à-dire que c'est vraiment une étude de projet. C'est un projet de solidarité nationale qui se monte comme un projet de solidarité internationale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une évaluation de terrain
concrète avec des indicateurs, etc. Et puis ensuite, une proposition de cahier des charges d'intervention, un recensement des partenaires. Et ensuite, une évaluation finale, en tout cas par an ou tous les 6 mois, et ça c'est à déterminer. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quels sont... Je pense qu'on a perdu Marie. Mince! Ta deuxième question, Fanny? Non, je Zut! voulais. Bon, j'aurais plein de questions, mais Oui. je reviendrai vers vous. Euh, je voulais un petit mot de la fin, en fait, de chacun d'entre vous par rapport à ce qui, pour vous, est l'objectif 2025 ou la perspective à avoir dans vos prochains travaux. Pour ma part, ça serait renforcer les actions de plaidoyer qui sont en train de se mettre en place en collaboration entre Capergo et RS, Rééducateurs solidaires. Plaidoyer Moi, qui concerne. là, je vais être obligé de vous quitter, Oui, mais pour moi, en effet, je crois que c'est comme je vous l'ai dit, moi, ce que je ressens, c'est votre place de coordinateur, quoi, qui me paraît absolument essentiel et sur lequel il faut qu'on puisse avancer ensemble pour faire avancer le plaidoyer, quoi. Et le plaidoyer, eh ben, il y a que ça qui marche. Et puis rencontrer les politiques avec des dossiers qui tiennent la route. Hmm. Et puis voilà, quoi. Il y a que ça qu'on peut faire face à toutes les inégalités et à toutes les injustices et ne pas avoir peur de. Nous, ici à Grenoble, on les rencontre souvent, les politiques, et on essaye de les bousculer et de les responsabiliser oui. en leur rapportant des cas absolument concrets. Et puis voilà, je crois que c'est ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Vous avez autour de vous donc des gens qui sont très compétents, médecins du monde et autres, hein, qui peuvent en effet nous aider dans ce plaidoyer. Moi, j'ai pas fini encore ma journée de généraliste, donc je vous dis bonsoir et je vais à ma prochaine visite. Bonsoir. Merci Merci beaucoup, Lily. À beaucoup. bientôt. Bonsoir. Donc, Marie, la question de Pardon, Fanny était mon ordinateur a bugué. pas de souci. Et je te laisse reposer ta question, Fanny. Comme Oui. ça, je Je voulais déforme. un petit mot de la fin en fait sur la perspective de chacun, comment chacun se projette par rapport à l'objectif 2025 au regard de tout ce que vous avez dit ce soir. Donc Magali a déjà exprimé et fait sa réponse, Guy aussi. Du coup, Marie, Anne, Marion. Moi, j'aurais forcément rien à rajouter, à part je suis d'accord, faire du plaidoyer pour le plaidoyer. Moi, je dirais effectivement, c'est de tenir bon dans le sens où on se rend compte que des initiatives, au final, il y en a plein. Que si on communique un petit peu, au final, on tisse des liens et ça devient beaucoup plus performant, hein, plus solide. Il faut encore voilà, tenir bon pour structurer encore un petit peu plus. Et effectivement, je pense que mais il faut tenir bon. Ça se gagne. Oui, je crois que c'est vraiment important de continuer. Là, nous, on est en train de créer des nouveaux réseaux, en tout cas dans le sud-ouest. Et je pense que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit fait avec de la qualité, parce qu'aussi les bénéficiaires ont besoin de qualité, comme n'importe qui. Et c'est essentiel. Et que pour qu'un projet tienne la route, il faut un projet de qualité et qui soit réellement monté voilà, avec les partenaires et dans un souci vraiment de pérennité pour que ensuite il puisse également servir au plaidoyer et je pense que voilà c'est quelque chose qui vaut le coup et qui doit au bout d'un moment enfin on doit se battre aussi pour que les politiques financent ce genre de choses parce qu'on ne peut pas tout le temps se baser sur le bénévolat et que le bénévolat, au bout d'un moment, ne tient plus puisque les gens s'épuisent et qu'il est important que ces bénévoles déjà soient soutenus et reconnus et que au bout d'un moment, il puisse être possible d'avoir des salariés qui coordonnent tout ça. Et donc, voilà, c'est ce pourquoi on travaille et c'est un de nos objectifs 2025. Super, bah écoutez, merci beaucoup à toutes. Merci à Guy qui est parti, mais merci à tous et merci à toutes. Et bonne fête de fin d'année. Merci également. Merci.
à très bientôt pour 2025 et revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au Bonne revoir. Bonne soirée. soirée. Au revoir.